Bien, bonjour à vous tous. Merci à la COFAS de m'avoir demandé de participer à cette journée et d'introduire brièvement le débat maintenant. Je vais donc essayer de faire une toute petite séance de rattrapage sur l'Iran, ce grand pays, grande civilisation. Quelle est la situation en Iran après 35 ans d'embargo, à des échelles différentes. Donc, pour vous situer, je travaille dans un laboratoire de recherche en relations internationales, qui est une boîte privée que j'ai fondée il y a une vingtaine d'années, qui est pluridisciplinaire et qui prépare et exécute des séminaires de formation pour des dirigeants d'entreprise. Et l'une des particularités de cette petite boîte, c'est que nous nous appuyons beaucoup sur l'outil graphique et cartographique, à la fois comme outil pédagogique, qui est assez efficace, comme outil de décision, selon les échelles auxquelles on les utilise, et même comme outil esthétique, les cartes étant, à mon avis, fort belles et fort intéressantes à regarder, aussi bien dans l'histoire que pour les systèmes d'information géographique, les SIG aujourd'hui. Bien, alors donc, les sanctions sont levées, mais pas complètement, et la réintroduction de l'Iran sur les marchés internationaux ne va pas se faire en une semaine, ni même en 6 mois. Donc je vais d'abord vous rappeler les sanctions et le calendrier. Deuxièmement, on verra l'impact de ces sanctions sur l'économie iranienne, qui ne va pas très bien, et ce à quoi il faut s'attendre dans les mois qui viennent. Je vous rappelle que les premières sanctions datent de 1979. C'était en réponse à la révolution iranienne et à la prise des 44 otages américains. À ce moment-là, les États-Unis interdisent l'importation de produits iraniens et bloquent 12 milliards d'avoirs iraniens. 1995, cette fois, les États-Unis interdisent aux sociétés américaines d'investir dans les secteurs gaziers et pétroliers et d'avoir des relations commerciales avec l'Iran. En 1996, c'est la loi ILSA, Iran and Libya Sanction Act, c'est-à-dire la loi d'Amato-Kennedy, qui est extraterritoriale, c'est-à-dire que ce sont les entreprises étrangères investissant plus de 20 millions de dollars en Iran qui sont interdites de commerce avec les États-Unis. Décembre 2016, c'est le Conseil de sécurité qui impose un gel des avoirs des personnes physiques et morales iraniennes. 2010, 4 ans plus tard, ce même Conseil de sécurité impose une 4e série de sanctions interdisant à l'Iran l'achat d'armes lourdes et l'accès à des secteurs stratégiques et miniers. Et enfin, en 2011, les États-Unis bloquent les actifs de 243 entités et 40 individus, interdisent les visas, et l'Union européenne, et elle, décide de geler les avoirs de la Banque centrale d'Iran sur les bénéfices du pétrole. Mais je crois que l'argument, peut-être le coup de massue le plus important, c'est juillet 2012, lorsque l'Union européenne décide de boycotter les importations de pétrole venant d'Iran. Or, l'Iran exportait 25% de sa production vers l'Union européenne. Puis, Bruxelles renforce les sanctions contre les banques, le commerce, les importations de gaz, le gel des avoirs de personnes fournissant des technologies. Eh bien, tout ça, évidemment, a contribué, sans doute, lentement, au premier accord, esquisse d'accord, qui est novembre 13. L'Iran et le groupe des P5+1 arrivent à un premier accord, c'est-à-dire l'Iran accepte de limiter l'enrichissement de l'uranium à 5%, arrête d'installer des nouvelles centrifugeuses et permet aux inspecteurs de l'ONU d'opérer des visites. Et puis, ça débouche sur l'accord du 14 juillet 2015. Bien, voilà donc un bref rappel sur ces sanctions qui ont beaucoup pesé sur l'Iran et qui ont contrarié non seulement la production de pétrole, l'exportation de pétrole, mais également ralenti considérablement les investissements dans ce secteur tout à fait stratégique. Alors, quels sont les impacts sur l'économie iranienne? Je vous l'ai dit, les sanctions les plus douloureuses, semble-t-il, sont celles de juillet 2012, c'est-à-dire l'arrêt des importations par l'Union européenne. En 2011, l'Iran produisait 3,5 millions de barils jour, pétrole, dont plus de 2 millions étaient exportés, 600 000 allant vers l'Europe. Un an après,
les exportations de pétrole sont passées à 1 million de barils par jour. Donc on imagine les conséquences et une sorte de déplacement des acheteurs, puisqu'aujourd'hui on constate que les principaux acheteurs de pétrole iranien sont aujourd'hui la Turquie, la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud. Alors on peut analyser peut-être ce graphe qui montre bien la chute, si vous voulez, par un qui est légèrement plus précis et que j'ai trouvé dans le BP, Statistical Review of World Energy de 2015. N'oublions pas que l'Iran est un pays riche, très bien doté. On va voir ce qu'ils vont pouvoir en faire dans les 5 ans, 10 ans, 15 ans qui viennent. En termes de réserves prouvées, 157, 158 milliards de barils de pétrole. Ce sont les 4e réserves prouvées mondiales, derrière le Venezuela, l'Arabie saoudite et le Canada, si on compte là-dedans les pétroles bitumineux. L'Iran est en 3e si on ne compte pas le pétrole bitumineux. Au niveau du gaz, l'Iran est, selon les sources, le premier, selon le classement BP, le second pays, selon les chiffres EIA et CIA. Donc il y avait 2 sources un petit peu différentes dans la préparation de ce bref exposé. Maintenant, concernant la production, l'Iran était le 7e producteur mondial, derrière les États-Unis, l'Arabie saoudite, la Russie, le Canada, la Chine et les Émirats. Alors, où en est-on aujourd'hui? Quelles sont les conséquences de la levée des sanctions? Alors, d'abord, d'après la plupart des analystes, il va falloir entre 8 et 12 mois pour que l'Iran retrouve son niveau d'exportation d'avant 2012, du fait des sous-investissements. À ce moment-là, donc en principe à peu près dans un an, vers 2017, il y aurait 1 million de barils par jour supplémentaires sur le marché international. De plus, l'Iran dispose de stocks et pourrait mettre 400 000 à 500 000 barils jour sur le marché sans attendre un an, si vous voulez, sans attendre le résultat de ces investissements. Or, ce sera l'objet de notre discussion, le pétrole est déjà surabondant sur les marchés. Vous savez que les membres du cartel se sont réunis à Vienne il y a juste un mois, en décembre 15, pour discuter d'un plafond de production sans accord. Pas d'accord à déboucher de cette réunion. Le plafond de production est fixé à 30 millions de barils jour depuis 2011. En fait, ce serait plutôt à 32 millions. On aurait donc une surabondance d'environ 2 millions de barils jour sur le marché international. Alors pourquoi? Parce que les États-Unis mettent 1 million de barils par jour en plus sur le marché chaque année depuis 4 ans, du fait de l'exploitation du pétrole de schiste. La production américaine est passée de 7,5 millions de barils en 2010 à 11,5 millions en 2014, donc c'est très important. Et d'autre part, l'Arabie saoudite a augmenté sa propre production. On est passé de 10 à près de 12 millions de barils en 2014. Alors, la stratégie de l'Arabie saoudite est de plus en plus nette, si je puis dire. Alors, asphyxier les producteurs de pétrole de schiste américain, qui est un pétrole plus cher à pomper que le pétrole saoudien. D'ailleurs, on observe que 60% des plateformes de forage aux États-Unis ont fermé. On assiste à un début de faillite. Deuxièmement, asphyxier la Russie, qui n'a jamais mis autant de pétrole sur le marché que depuis la fin de l'Union soviétique. Et puis, il y a bien entendu l'équation de l'Iran dont nous parlons aujourd'hui. Donc, pour la Banque mondiale, le retour du pétrole iranien, en l'absence d'intervention de l'OPEP, continuera à avoir des conséquences, c'est-à-dire une baisse des cours. Bon, la discussion qu'on aura peut-être tout à l'heure est de savoir est-ce qu'on peut continuer comme ça à descendre, puisqu'on est autour de 30, 28, je crois, aujourd'hui. Les conséquences, l'évaluation de la baisse du prix est difficile à anticiper, on en parlera tout à l'heure, parce que d'une part, les prix n'ont rien de stable, c'est une tautologie, et puis d'autre part, ce schéma montre que une injection de pétrole supplémentaire
même faible, a des conséquences sur le prix beaucoup plus importantes que... Ce n'est pas proportionnel, si vous voulez. Donc, en juillet 15, sachez qu'au moment de l'accord avec l'Iran, la Banque mondiale avait calculé qu'avec un prix du baril de 66 $ en 2016, l'ajout d'1 million de barils iraniens par jour, les cours passaient à 56 $. Bien. Aujourd'hui, ce schéma est déjà dépassé, 6 mois après, mais on peut imaginer les conséquences que ça a sur le PIB saoudien. On a calculé une perte de 40 milliards de dollars par an en recettes d'exportation pour l'Arabie saoudite, 5 milliards pour la Libye, un effet important sur le PIB de la Libye. Alors, en sens inverse, la prévision du côté des pays importateurs, évidemment, est tout à fait différente, en particulier, vous l'avez dit tout à l'heure, l'Union européenne et les États-Unis, et ceux qui sont dotés d'une industrie pétrochimique importante. Alors, à quoi faut-il s'attendre pour l'évolution des exportations? Alors, si vous regardez bien ce graphique, je ne sais pas si voilà, on voit bien comme ça la toponymie des pays. C'est assez intéressant parce que vous avez dans le graphique de mon côté à l'ouest 2000, l'année 2000, et vous avez 2014 de l'autre côté. Et on voit très bien le transfert des exportations. Par exemple, en 2000, les exportations vers le Japon représentaient 29%. Aujourd'hui, c'est 9%. Les exportations vers la Chine en 2000, c'était 9%. Aujourd'hui, c'est 41%. Les exportations de l'Iran vers la Turquie étaient quasiment absentes en 2000 et elles représentent 15% aujourd'hui. Donc on voit une espèce de shift, de déplacement de l'ouest vers l'est. Maintenant, si on regarde les importations, là aussi le schéma est tout à fait intéressant. On voit un accroissement très important vers les Émirats arabes unis, qui représentent 39% des importations de l'Iran. La Chine, 33%, alors qu'elle n'était que de 7%. Et donc ça donne un petit peu une évaluation et une évolution des marchés iraniens, aussi bien à l'import qu'à l'export. À quoi faut-il s'attendre en termes d'investissement, retour des investissements directs étrangers? L'Iran recevait avant 2012-2011 un flux annuel moyen de 4 milliards de dollars d'IDE, principalement à destination des industries extractives et manufacturières. Depuis, évidemment, il y a un sous-investissement dans tout ce qui concerne l'industrie pétrolière, mais également manufacturière. Donc l'Iran s'est tourné vers des sociétés locales, des compagnies chinoises, des compagnies russes, mais elles-mêmes ont été touchées par la loi d'Amato-Kennedy progressivement. Donc pour les responsables iraniens, il va falloir investir dans le domaine des hydrocarbures d'ici 2020 environ 130-140 milliards de dollars, dont 100 milliards rien que pour le champ gazier de Pars Sud. Alors quand on regarde l'évolution des taux de croissance auxquels il faut s'attendre, et j'en aurais pratiquement terminé avant de faire une brève conclusion peut-être plus politique sur l'environnement régional, les prévisions qui sont faites sont assez intéressantes parce qu'elles montrent effectivement, après 2012, le chiffre de moins 6,8%. 2013-2014, on est à moins 2%, et cela remonte à 3%, et la prévision serait de 5% pour 2016, 2017 et 5,5% en forecast pour l'économie iranienne. Alors, attention, je ne sais pas si ça peut permettre d'être tout à fait optimiste, parce qu'il faut savoir que si l'essentiel des investissements sont sur le secteur d'hydrocarbures, le secteur des hydrocarbures est à faible intensité de main-d'œuvre. Or, le taux de chômage est élevé. Le taux de chômage, selon l'Iran,
est à 14%. Selon le FMI, il est plutôt à 29-30%. Économie parallèle, mal ou peu fiscalisée. Et donc, il y a énormément de correctifs à apporter de ce point de vue-là pour relancer véritablement l'économie iranienne. Alors, en conclusion, je voudrais vous dire ceci. La semaine dernière, vous avez peut-être vu que l'Iran a décidé de l'achat de 127 Airbus, puisque sa flotte de Boeing, voire de Tristar, est évidemment tout à fait vieillissante. Avant-hier, Xi Jinping et le président iranien ont signé pour un accord de la construction par la Chine et le co-investissement d'un TGV qui irait de Mashhad à Téhéran pour remonter ensuite dans le nord-est du pays. Alors là aussi, c'est une prouesse, parce que quand on connaît la géographie physique de l'Iran, entre montagnes et déserts et zones semi-arides, voire arides, ça ne va pas être simple. Mais c'est quand même très intéressant, et ça s'inscrit dans ce schéma géoéconomique de nouvelles routes de la soie pour favoriser les relations commerciales chinoises avec le reste du monde et de l'Eurasie en particulier. Alors je crois qu'en conclusion, très bien, mais il faut savoir que le rapprochement va être long et il va être difficile. Parce que, par exemple, il y a une diaspora au total de 7 millions d'Iraniens, dont 2 millions aux États-Unis. Or, les ultra-conservateurs en Iran n'ont aucune envie de se mettre ou remettre à travailler avec la diaspora iranienne des États-Unis, qui sont des Irano-Américains ou des Américano-Iraniens. Autant les réformateurs y sont favorables pour tirer profit du niveau de formation, du niveau d'internationalisation de cette diaspora, autant les conservateurs n'en ont aucune envie. Or, vous savez que le débat est très vif à l'intérieur des instances gouvernementales. Deuxième exemple, ouverture d'une ambassade américaine à nouveau à Téhéran. Ça pose un énorme problème, parce qu'avec l'ambassade vient l'ouverture du consulat. L'ouverture d'un consulat, tout le monde est persuadé qu'on aura des queues de 4 km au consulat pour avoir des visas pour les États-Unis, ce que ne veulent pas constater les ultra-conservateurs. C'est intéressant comme lapsus. D'un autre côté, pour les Iraniens réformateurs, il faut aller vite. Il faut aller très vite parce que dans un an, il y aura peut-être un républicain à la Maison-Blanche. Et quel républicain? Je crois que pour les Iraniens, le souvenir de la campagne Bomb Iran a laissé quand même un très 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 mauvais souvenir comme hypothèse. Et ça date de quoi? D'il y a 5 ans, 2010, quand on réfléchissait à l'hypothèse d'un bombardement israélo-américain. Les choses vont aller lentement, mais je ne sais pas si vous avez remarqué que juste après la levée des sanctions, dimanche dernier, il y a une nouvelle batterie de sanctions américaines qui est revenue sur l'Iran après le test des missiles à moyenne et longue portée. Donc vous voyez, il y a des stop and go à la fois. Je pense qu'il faut être conscient aussi que tant que le guide Ali Khamenei, qui a 76 ans, sera aux manettes, il n'y aura pas de normalisation complète. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité? L'environnement régional a complètement changé en 10 ans. Si on se met dans la logique iranienne, il faut se souvenir qu'en 2001, son voisin de l'Est, le régime des talibans, est abattu par une intervention américano-européenne. Côté ouest, en 2003, une intervention américaine fait que le régime de Saddam Hussein est abattu. Et donc l'Iran se dit, comment est-ce que je fais pour assurer la sécurité de mon territoire? Comment est-ce que je le sanctuarise? Comment est-ce qu'on sanctuarise les territoires? Avec de la dissuasion nucléaire, ça marche très très bien. Et pourquoi pas nous? Vous voyez, c'est un petit peu ça la logique aussi iranienne. Puis quand vous regardez la localisation des bases de l'Iran, les bases tout autour de l'Iran, on peut avoir un complexe obsidional. Bon. Et donc, dans le contexte d'instabilité dans tout le Moyen-Orient arabe, est-ce que l'Iran, après tout, ne serait pas, oui j'ai terminé, ne serait pas il y a une très jolie carte que je voulais quand même vous montrer, de 1922. Et justement,
Vous voyez là, vous avez la carte de ce que devenait la Syrie en 1922, c'est-à-dire au moment des mandats de la SDN, et mandats qui étaient confiés aux Britanniques et aux Français. Eh bien, cette frontière est-syrienne avec l'Irak a éclaté l'année dernière du fait de l'État islamique. C'est une remise en question des frontières. C'est quand même intéressant comme mouvement. État islamique qui d'ailleurs n'est ni un État ni islamique. Et donc on se dit, est-ce que l'Iran ne serait pas une puissance stabilisatrice, finalement? Grande civilisation, 1,5 million de kilomètres carrés, 80 millions d'habitants, régime autoritaire, certes, mais grande stabilité. Mais est-ce que l'Iran est véritablement une puissance stable? Parce qu'il ne faut pas oublier que les gardiens de la Révolution, désormais, sont en Irak. Ils n'étaient pas sortis depuis la guerre Irak-Iran. L'Iran continue à soutenir le Hezbollah, continue à soutenir le régime de Bachar el-Assad, mais en même temps, l'Iran, désormais, est dans la table de négociation. Alors voilà, vous voyez, les choses sont tout à fait à mettre en balance. L'Iran est dans le processus de transition du pouvoir en Syrie. Rouhani est donc en France aujourd'hui et demain. Et pour des diplomates du Quai d'Orsay, l'Iran fait davantage partie de la solution que du problème. Alors je vous signale une très bonne revue, Questions internationales, qui est sortie la semaine dernière sur l'Iran, si vous voulez approfondir. C'est absolument passionnant. Voilà, j'ai voulu vous donner quelques éléments, quelques pistes pour réfléchir, et je vous remercie.